thème c'était les élus face aux défis de la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Avec 2 orateurs, il se trouve que le hasard a fait qu'on a un cardiologue qui est député et puis un cardiologue maintenant qui est sénateur. Le hasard a fait aussi qu'ils sont du même bord politique. Oui. Donc ils vont se mettre d'accord, ils vont pas se taper dessus, donc ils vont être d'accord tous les deux. Et puis le hasard a fait aussi que parmi le sénateur, c'est un ancien du CNCH et un fidèle et un des piliers en tout cas du Collège national. Voilà, donc la prise en charge des maladies cardiovasculaires, elle est importante. Je vais laisser introduire le président de la Société française de cardiologie sur les problématiques cardiologie et santé publique, et puis après on va laisser débattre un peu la salle et nos invités. Je voulais surtout dire un mot d'un certain nombre d'actions dans lesquelles nous sommes impliqués. D'une part, en tant que Société française de cardiologie, nous avions été sollicités par Yannick Neuder au début de l'année pour l'accompagner dans sa proposition de loi sur la prévention cardiovasculaire. Ça a très bien marché, elle a été déposée fin mai et évidemment, la suite étant ce que l'on connaît, les choses en sont un peu restées là. Il y a par ailleurs, mais on espère bien que ça va revenir, il y a également une action qui cette fois-ci dépasse largement nos frontières, mais qui est l'implication de la France dans un plaidoyer européen coordonné par la Société européenne de cardiologie, dont le but est d'accroître la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires, puisqu'on a tous l'impression que malgré un poids encore important, la pathologie cardiovasculaire, en France en tout cas, représente la seconde cause de mortalité chez l'homme, derrière le cancer, la première chez la femme. Sur l'ensemble de l'Europe, c'est plutôt la première, et qu'il y a une disparité entre cette prévalence et probablement un défaut de sensibilisation du grand public et également un défaut de financement de la recherche cardiovasculaire. Donc il y a une action qui est en cours sur ce sujet et c'est à ce titre que je suis particulièrement heureux de participer à cette réunion. Il se trouve que Yannick Neuder vient d'arriver, donc on va lui demander. Voilà. Bonjour, très bien, c'est bon. Et on va vous installer. Bon, on commençait de toute façon, en plus, on savait que vous étiez en retard, donc on a un peu. François Braun a prolongé. Oui, on s'est croisés. François Braun a prolongé la session, et puis on va poursuivre. Bernard était en train d'introduire Bernard Young, président de la Société française de cardiologie. Je vais te demander peut-être de refaire ton... Oui, brièvement. Je ne présente pas Khalif et Khalif, par contre. Je souhaitais faire part de l'implication de la Société française de cardiologie auprès de nos politiques en général, et de vous en particulier, concernant la sollicitation que vous nous aviez faite pour le projet de loi, la proposition de loi, pardon, sur la prévention cardiovasculaire pour sensibiliser le grand public et inscrire un certain nombre de consultations dans la loi. Je veux dire que nous, on était très, très heureux de cette collaboration dont le point d'orgue avait été le dépôt de votre proposition de loi au mois de mai, ainsi qu'un événement à l'Assemblée nationale avec une sensibilisation des parlementaires et de leurs collaborateurs sur l'importance de la prévention cardiovasculaire. Il y avait 2 stands où il y avait une prise de tension, dosage de glycémie, de cholestérol en microméthode et un petit questionnaire standard. Je ne vous cacherai pas, on l'avait dit à l'époque, on se demandait un petit peu comment on allait être accueillis. On a été extrêmement surpris, dans le bon sens, du fait que finalement la queue n'a pas désempli de 9h du matin à 16h, et avec un retour qui était très positif, à la fois concernant l'initiative de la proposition de loi, et aussi le fait de dire mais c'est très bien de faire des choses comme ça, on s'occupe jamais de nous, on n'a pas le temps, etc., etc. Donc finalement, alors tout ça pour dire qu'on espère bien que, bon, je doute que les priorités du moment sont autres. On s'est
vu très brièvement il y a quelques semaines à la réunion organisée par les jeunes médecins, vous étiez en train de rapporter le PLFSS. Donc là, c'est clair que on n'était pas dans les mêmes impacts. Et par ailleurs, vous êtes au courant aussi, il se trouve, ça c'est complètement le hasard, que ce soit venu en même temps, qu'on avait été sollicité par la Société européenne de cardiologie pour participer à une action européenne visant à développer des plans cœur dans différents pays, le but étant à la fois de sensibiliser le grand public sur l'importance de la pathologie cardiovasculaire, sur la prévention, et ça c'est là où ça rejoint tout à fait votre initiative, également des initiatives un peu plus larges sur les parcours patients et le financement de la recherche cardiovasculaire. On avait clairement dit dès le départ qu'on privilégiait votre initiative, l'initiative de nos parlementaires nationaux. Enfin, on espère bien que tout ça va repartir. Et, en tout cas, merci de votre soutien dans cette thématique qui nous tient évidemment à cœur. C'est le fait de le dire. On vous laisse. Enfin, moi, j'avais déjà introduit les invités, donc effectivement, j'ai dit qu'on a particularité cette année d'avoir un cardiologue député, un cardiologue sénateur. Il se trouve en plus qu'ils sont du même bord politique, donc vous allez vous êtes d'accord entre guillemets. Mais là, c'est peut-être dommage. Bon, et bon, l'autre élément, on va essayer de parler santé publique, et puis en général, les problèmes éventuellement, on dira peut-être un mot du PLFSS, des problèmes budgétaires et de la gouvernance tout à la fin. Puis après, sur les données spécifiques de la cardiologie, on en avait discuté un petit peu en aparté au bureau du CNCH avec Bernard. Il y a le problème de la démographie des cardiologues, qui pose un réel problème. Je sais que vous êtes très investi, vous, dans les problèmes de la démographie médicale, qui de toute façon va impacter le problème des démographies des cardiologues. Puis il y a deux aspects qui sont un peu particuliers, sur Surtavie et l'accès à l'imagerie en couple, où il y a des gros problématiques d'accès et de querelles GR de Chapelle avec les radiologues, qui bloquent un peu l'accès alors que les besoins sont immenses. Et voilà, donc on va peut-être vous laisser à vous et à Khalif la parole et d'échanger un peu vos points de vue, en tout cas, d'aspect de politique. On s'est appelé avec Yannick pour coordonner. Moi, je reprends le travail que Yannick a commencé à l'Assemblée nationale, puisqu'on est en plein projet de financement de la Sécu. Donc, j'ai quitté pour 1 heure. Je dois vous quitter à 20h pour retrouver les collègues pour la 3e nuit consécutive. Mais sénateur, c'est jusqu'à 1h du matin, pas comme à l'Assemblée nationale. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais rentrer directement au cœur du sujet, si vous permettez, parce que j'ai pas mal réfléchi et je suis encore délégué de la Fédération française de cardiologie pour la Moselle, donc avec tous les clubs cœur et santé que nous avons. Mais en dehors de ça, je pense qu'il est capital, pour revenir à la prévention, parce que c'est le sujet, de réfléchir bien sûr sur ce projet de loi. On en avait parlé avant la dissolution. Et on s'est coordonné pour voir comment travailler ensemble pour le rendre le plus fluide possible et que ça passe dans les 2 assemblées rapidement pour que le gouvernement le prenne en charge, parce que c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai déjà travaillé au niveau d'un territoire qui est, comme en Alsace, la Moselle, est très affecté par les maladies cardiovasculaires, puisqu'on a un indice de mortalité de 30% supérieur à la moyenne nationale. Et c'est important. Donc, on a sur les principales villes, on a des clubs cœur et santé qui sont assez dynamiques. Le problème pour nous médecins cette fois-ci, comment cette prévention va sortir des bureaux de Paris, des 2 assemblées, pour aller au cœur des sujets, au cœur de nos patients ou nos futurs patients, enfin, au cœur de la population en général. Alors, et c'est pour ça qu'il faut qu'on distingue les deux phases. J'étais frappé en faisant les auditions pour les finances de la Sécu qu'au ministère, on ne regarde pas, même les actions que le ministère fait, ne regarde pas ce qu'il y a à côté. J'ai vu dans le projet de loi qu'on finançait, alors qu'on finance les CJ, vous savez ce que c'est? C'est pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles
et l'éducation à la santé sexuelle. Ben là, à côté de ça, on crée la même chose, mais qui ne s'appelle pas la même chose. Ils ne sont pas dans les mêmes locaux, donc on est dans une gabegie financière qu'il faut revoir. Le ministre l'a dit tout à l'heure, mais il est trop pudique. Moi, je suis un peu plus libre de ma pensée et de ce que je dis. Donc, il y a de quoi faire. Et le message que je dis aux plus jeunes, arrêtez le misérabilisme de l'hôpital public. C'est un problème d'organisation générale. Il faut qu'on se prenne tous en main, chacun dans son domaine, pour essayer de mieux dépenser cet argent qui est énorme sur l'ensemble des acteurs, que ce soit l'hôpital ou la ville. J'ai passé ça, j'ai laissé mon message. Je ne sais pas si Yannick va être d'accord avec moi, mais moi j'en suis parfaitement convaincu. Pour revenir à la prévention, Monsieur le Président, je pense qu'on a des messages importants à passer. Je l'ai dit à la nouvelle ministre qu'on regrette qu'il n'y ait plus le mot prévention. Alors que tout le monde en parle, les sénateurs en parlent tous. Hein. Vous savez que le Sénat, c'est plus les territoires. Donc aujourd'hui, on a tous les maires de France qui sont à Paris, qui sont tous passés au Sénat. Donc on est vraiment les plus proches de la population. Hein, et le quotidien des populations, le quotidien des communes. Et c'est un peu la vocation historique qu'a le Sénat aujourd'hui. Donc, avec Yannick, on sera vos ambassadeurs, chacun dans ses fonctions actuelles, et on serait très heureux de travailler sur ce sujet. Et pour compléter, je fais partie d'un groupe LR, justement, de la Commission des affaires sociales, avec la Commission de l'aménagement du territoire. On se voit régulièrement en ce moment pour la démographie médicale, voir un peu comment on peut faire, et il y a des propositions à faire. Et c'est vous dire qu'on s'intéresse beaucoup au territoire. Alors, comment passer ce message? Et après, comme ça, Yannick sera prêt pour compléter. Comment passer ce message? On a nos clubs cœur et santé. C'est peut-être pas suffisant dans certains endroits. On a les communes qui se battent pour... Moi, j'inaugure régulièrement des sentiers de marche, des salles de sport, des structures où la population peut se les approprier avec un objectif santé publique. Je crois que les gens sont mûrs pour ça. Pourquoi on ne parle plus beaucoup de prévention en ce moment? Parce que les gens ont tellement de soucis qu'on a oublié. La preuve, cher Bernard, la preuve, c'est les dons d'organes. Vous vous souvenez des réunions qu'on faisait tous les soirs pour inciter les gens à se décider. Je suis donneur, je ne suis plus donneur. Puis depuis plus de 10 ans, on n'en parle plus. Et là, on revient là-dessus parce qu'il n'y a plus de donneurs du tout. Donc la cardio, il faut maintenir à fond. Et pour le maintenir, je pense qu'il faut qu'on rentre dans des structures polyvalentes, que les gens voient, qu'elles soient visibles, lisibles par toute la population, et que cette prévention soit vraiment appropriée par la population. Ça, c'est important, chose qui n'est pas aujourd'hui, à part les gens des clubs, au quotidien, elle n'est pas encore ancrée dans le quotidien des gens, et c'est important. Voilà, alors j'attends que Yannick termine, donc je vais terminer. Il y a des structures qui ont été mises en place par les ARS, qui s'appellent les CTS, Conseils territoriaux de santé. Il y en a un par département, en tout cas pour le Grand Est, on en a 10. J'en présidais un, puis je continue à le faire. Et on a décidé de prendre en charge toutes les réunions sur la prévention. On ne va pas faire autre chose. Dans le temps, tout le monde partait dans tous les sens. C'était la guerre entre le privé et le public, etc., pour savoir qui fait quoi. Là, on a décidé de ne faire que de la prévention. Et avec l'association Lorraine de cardiologie, la Ligue contre le cancer, le SDIS pour les gestes qui sauvent, pour les dons d'organes, etc., on a fait un partenariat et ils nous accompagnent dans toutes les soirées qu'on fait, en gros, tous les mois, dans un EPCI, dans une collectivité du département. On a à peu près
des zones de 100 à 150 000 personnes, donc on a une centaine de personnes qui viennent. L'objectif, c'est de travailler avec les acteurs locaux, les maires, qui choisissent le thème de la soirée. Et puis, il y a des ateliers de prévention que la population visite. L'objectif, pour moi, était que la population et les associations locales, surtout, prennent le relais pour que ça soit au quotidien, que ce ne soit pas seulement les états-majors qui viennent dans le territoire en permanence. Voilà rapidement ce que je voulais dire. Et si je suis prêt à répondre aux questions là, comme je peux répondre sur la démographie médicale à Franck Albert. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu intervenir. Le ministre était déjà assez en retard, mais le problème des médecins, c'est simple. J'ai regardé les choses dans tous les sens. On a la réforme, et on doit avoir bientôt un rapport de la Cour des comptes sur la réforme des études médicales qui est assassin d'un côté et qui confirme ce que j'ai toujours pensé de l'autre. Donc, on doit l'avoir au Sénat et on doit travailler dessus. Le problème, on a les épreuves classantes nationales et on a cette modification de la formation médicale. Je vous rappelle que dans le temps, on avait les CES de cardiologie, mais dans d'autres spécialités. On avait les internats de périphérie et on avait l'internat central. L'internat périphérique qui irriguait l'ensemble des hôpitaux qui étaient validants. On avait des gens qui arrivaient après les 7 ans de médecine, ils faisaient 4 ans plus 2 ans dans un territoire. C'est là qu'ils font leur vie dans le territoire. C'est là qu'ils font leur vie dans le territoire. Ils forment une famille et ils y restent tous, dans le privé ou dans le public, mais ils y restent. Et ça, on ne l'a plus aujourd'hui. Ça, on ne l'a plus aujourd'hui. On parlait des dermatologues tout à l'heure, on parle des ophtalmos. Les études médicales aujourd'hui, pour les ophtalmos, il n'y a plus de CS d'ophtalmo, donc ils sont tous chirurgiens. Il n'y a jamais eu autant de cataractes opérées en France depuis quelque temps, parce que là, on opère assez tôt, je trouve. Et il n'y a plus d'ophtalmos médicaux qui sont intéressants pour la vue, mais surtout pour les diagnostics de problèmes médicaux ophtalmiques qu'on n'a plus. Les dermatologues, n'en parlons pas, ils se prennent pour les chirurgiens, sans parler de la chirurgie esthétique, enfin, des piqûres esthétiques. Donc, cette réforme, cher Bernard, bon, j'espère qu'en cardiologie, on a encore des cardiologues cliniciens qui veulent le rester aussi. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, les territoires, et pas seulement... tous les territoires sont en souffrance, hein, tous sans exception. Voilà, donc c'est ce qu'on dénonce et qu'on essaye de réparer autant qu'on peut si on veut bien nous écouter. Je crois que cette notion de territorialisation et de communication avec la population locale, pour que ce soit vraiment la population qui s'approprie la thématique, est extrêmement importante. C'est pas facile, si c'était simple, ça se saurait, mais c'est important parce que l'expérience prouve que bon, les campagnes nationales uniformes, on sait que ça marche pas bien. Il y a aussi un autre point qui est la particularité de la prévention. On en parlait tout à l'heure avec François Braun sur où il disait le problème, c'est que la prévention, c'est un temps long et ça ne plaît pas forcément aux politiques. Et non seulement c'est un temps long, mais un des gros problèmes de la prévention, c'est que quand ça marche, il ne se passe rien. Et ça, y compris pour les médecins, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre mentalité. On aime bien voir de façon concrète le résultat de nos actions. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver. Je pense qu'il y a un gros effort à faire aussi vis-à-vis des médecins dans la prévention. On fait des masterclass pour les jeunes, les internes aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. Il y a 2 ans, ça avait eu beaucoup de succès, sauf une qu'on a dû annuler faute de participants. Il n'y avait que 3 inscrits. C'était la prévention, justement. Donc, balayons aussi devant notre porte et je pense qu'il faut vraiment qu'on motive nos collègues et nos jeunes en particulier. On vous laisse là. Voilà. Allez. Écoutez, bonsoir à tous. Moi, je suis très content que vous m'ayez... Je vais me lever. Je suis très content que vous m'ayez invité à votre congrès. C'est le 30e.
moi, je peux vraiment vous parler de ce que vous souhaitez. Donc, si vous voulez un peu du PLFSS, je peux vous faire un peu le PLFSS, vous dire les coulisses, comment vous voulez. Si vous voulez qu'on fasse un peu les propositions de loi sur la prévention, sur les relations avec l'Europe, moi, je suis assez adaptable. On a combien de temps? Allez, 30 D'accord, 30 minutes. 30 minutes. Bon, on va essayer de couvrir un peu tous les sujets. Si je suis un peu trop long, que vous ennuyez, vous faites des signes. Alors, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est intéressant quand même, quand on est médecin, de savoir un peu de quoi on parle. Je ne suis pas sûr, moi, avant que je sois député, je suis honnête, hein, je suis député que depuis 2 ans. Donc moi, quand j'étais cardiologue, pour le PLFSS, je voyais bien des trucs dans l'APM, mais je ne passais pas mes journées à les lire. L'air de rien, c'est quand même là que tout se fait, et c'est peut-être là le problème, justement. C'est-à-dire qu'en fait, tout est... On parle de santé, on parle de médecine en France qu'à travers un texte budgétaire qui est le PLFSS, et on n'a pas de projet de loi de santé. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'en fait, le PLFSS est une obligation budgétaire de rentrer dans le budget. Donc, comment ça se passe, le budget de la France? Je vous fais PLFSS un peu version pour les nuls, comment moi je l'ai abordé quand je me suis passé de cardiologue à député et après à rapporteur général. En gros, on a en France 1600 milliards de dépenses publiques. Voilà, en gros, en France, combien il faut de milliards pour que tout fonctionne. Dans ce grand volume de 1600 milliards de dépenses publiques, vous avez à peu près 840 milliards. Les chiffres à quelques milliards près bougent chaque année. Hein. Donc, c'est 840 milliards qui est le budget de la sécurité sociale. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement, qui est parti au Sénat, comme Qualifié l'a dit, et on va revenir. Après, vous avez le budget de l'État, le PLF, le projet de loi de finances, hein, qui est à peu près autour de 500 milliards. Et puis, vous avez le budget des collectivités locales. Et tout ça, ça fait 1600 milliards. Et tout ça doit rentrer globalement dans des clous de l'Europe pour être à un pourcentage de déficit qui reste selon une norme européenne pour assurer effectivement une certaine compétitivité, notamment vis-à-vis d'autres États en intra-européen, mais aussi vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis des marchés asiatiques, vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Donc voilà l'exercice à faire. Donc pour le PLFSS, donc on a une commission. Donc le texte, le projet de loi, quand ça émane du gouvernement, c'est un projet de loi. Quand ça émane des parlementaires, c'est une proposition de loi. Donc attention, c'est pas les mêmes significations. Ça nous donne toujours, quand vous entendez ça, ça vous donne la destination. Donc là, on est bien dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Tout ça est conforme par rapport à la Constitution française, hein, puisque quand, en fait, l'État français doit déposer son projet de loi pour financer la sécurité sociale, je ne vous fais pas l'outrage de redire qui et comment a créé la sécurité sociale, hein, de redire que la sécurité sociale, donc ça s'est constitué dans l'après-guerre, au Conseil de la Résistance en 1946, un héritage et une vision post-guerre du général de Gaulle, qui avait mis en fait cet appareil social avec 3 grands fondements qui étaient basés sur la sécurité, sur l'éducation et la sécurité sociale. Hein. C'est ça les grands fondements du Conseil de résistance. Donc la Constitution oblige l'État à avoir déposé avant le premier mardi du mois d'octobre le projet de loi de finances de la sécurité sociale au Parlement. Donc, il se trouvait que cette année, le 1er octobre était un mardi, donc tout allait bien, sauf que ça n'a pas échappé qu'il y a eu une dissolution et que nous avons eu 51 jours d'attente pour avoir un Premier ministre. Donc, le projet de loi qui devait arriver le 1er octobre a déjà commencé par arriver le 10 octobre. Donc, on pourrait se dire, bon, ben, vous commencez pas le 1er, vous commencez le 10. Sauf que c'est plus compliqué que ça, puisque dans la Constitution, vous avez une obligation de délai, c'est-à-dire que le projet de loi de finances de la sécurité sociale doit être examiné et voté dans un délai de 50 jours. Donc voilà, alors le délai court exactement autour du 15-16 octobre, parce qu'en fait le 10 octobre il y a le dépôt du projet, puis après il y a toutes les annexes qui arrivent, et c'est la date de dépôt des annexes qui fait foi. Ce qui veut dire qu'après comment on travaille, c'est-à-dire que ce projet arrive en commission des affaires sociales, et donc les différents groupes politiques, nous travaillons le texte,
Et nous essayons de travailler au plus vite. Nous avons mis à peu près une semaine en commission. Et ensuite, le texte part en hémicycle, dans l'hémicycle. Et là, il est voté par l'ensemble des 577 députés. Voté ou pas, ensuite, ce texte part au Sénat. Et il arrive à la commission des affaires sociales du Sénat, qui retravaille le texte, apporte les modifications, le votera. Donc ça, c'était la semaine dernière pour le Sénat. Et depuis lundi, le Sénat est en train de l'évoquer en hémicycle. Et ensuite, le Sénat votera ou pas le texte. Il le votera très certainement. Donc, vous avez bien compris qu'il y avait le texte du gouvernement, il y a un texte modifié par l'Assemblée nationale et un texte qui est modifié par le Sénat. Donc, on a quasiment 3 textes. Hein, voilà. Donc, après, tout ça arrive dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Si ça vous saoule, vous me faites des signes. Voilà, parce qu'un cardiologue, en fin de journée, à un congrès, on lui parle de ça, je peux comprendre. Mais c'est intéressant de savoir quand même comment ça se passe. Donc, il y a une commission mixte paritaire. Et là, donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand terme barbare? C'est 7 députés et 7 sénateurs qui vont se mettre d'accord et savoir s'ils vont être d'accord sur un texte final. Donc, ça peut durer longtemps. Ça peut durer plusieurs heures. Voilà. Donc là, nous avons une CMP. Donc, on attend, moi j'attends avec beaucoup d'impatience que mes collègues sénateurs aient fini le texte. Donc, probablement vendredi. Je suis un peu inquiet parce que j'ai vu qu'ils ont rajouté une séance samedi. Et moi, dès que le texte va arriver, donc... c'est toujours comme ça. Voilà, j'espère que vous allez finir vendredi. Parce que, donc, du coup, après, nous, on va récupérer le texte probablement dans la nuit. Et samedi et dimanche, mes administrateurs, mes équipes, on va justement regarder tout ce qui a été modifié par le Sénat pour avoir une réunion lundi entre le rapporteur général de l'Assemblée nationale, le rapporteur général du Sénat, les 2 présidents de commission. Lundi après-midi, on va essayer de voir si déjà les 4, on est à peu près d'accord. Et on va préparer la commission mixte paritaire. 2 hypothèses. Soit les sénateurs et les députés tombent d'accord. Donc, ce qu'on appelle, c'est donc une commission mixte paritaire qui est conclusive. Donc, le texte revient, c'est toujours l'Assemblée nationale, on ne dit pas aux sénateurs, mais c'est toujours l'Assemblée nationale qui décide au final, en deuxième lecture. Donc, le texte revient, voilà, le texte revient à l'Assemblée. Et donc, si la commission mixte paritaire était conclusive, on vote. Et, entre guillemets, c'est la fin de l'histoire. Si la commission mixte paritaire n'a pas été conclusive, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, le texte revient à l'Assemblée nationale et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot sur le texte. Là, ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas vraiment de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, quel que soit le texte globalement sur lequel on va tomber d'accord, dans l'intérêt, on va rentrer un peu dans le détail du texte, il y aura possiblement un 49.3, sinon il n'y a pas de voix pour adopter le texte budgétaire, quel que soit, entre guillemets, son contenu. Donc, on va essayer de travailler sur le fond pour un contenu qui correspond au mieux des attentes, et c'est ce texte élaboré via le Sénat et l'Assemblée nationale, mais qui sera, je pense que lundi. Donc là, la commission mixte paritaire pour nous est mercredi et c'est probablement lundi en hémicycle que le texte sera voté définitivement ou possiblement pas. Et donc le 49.3 arrivera, c'est un scoop, il arrivera lundi après-midi pour que le texte soit validé. Si le 49.3 n'est pas adopté, il y aura, en fait, il n'y a pas de texte budgétaire. Alors s'il n'y a pas de texte budgétaire, quelles que sont les conséquences pour la France, hein, c'est ça le sujet aussi, parce qu'attention, du chaos au chaos, qu'est-ce que ça fait tout ça? Alors attention quand même, dans le PLFSS, tout le monde va s'exciter sur beaucoup d'articles, sur voilà, ce qui est tout à fait normal. Il y a un article qui est très intéressant, qui est très peu médiatique, que personne ne regarde, c'est l'article 13. C'est l'article qui va permettre globalement de donner à nos différentes instances la capacité de pouvoir justement aller sur les marchés financiers et globalement emprunter. Parce que vous savez que malheureusement, la France a une situation financière très difficile, 3 000 milliards de dettes. Je ne veux pas faire de politique ici ce soir, ce n'est pas le sujet, chacun a son avis sur la question. Mais quand bien même, c'est que si nous ne sommes pas à même de pouvoir rentrer sur les marchés financiers pour justement faire financer quoi? Eh bien, à quoi ça sert un PLFSS? Ça permet de donner le droit à l'ACOS, hein, à tous nos organismes qui financent la sécurité sociale, à l'UNEDIC, aux URSSAF, d'aller pouvoir faire leurs opérations financières sur les marchés financiers. Autrement dit, s'il n'y a pas de PLFSS, il n'y a pas de capacité financière pour les URSSAF, pour les UNEDIC à emprunter, à faire leur business plan. Et donc, à partir de 3 mois, tout s'arrête globalement. Donc, c'est une espèce de shutdown
qui arriveraient sur nos retraites, sur les budgets de nos hôpitaux et tout ça. Donc c'est pour ça que, au-delà de tout ça, voilà quand même la mécanique budgétaire qui est quand même importante de savoir à tout ça. Donc attention, chacun a les idées politiques qu'il a, mais moi je suis pour que chacun défende ses idées, mais ce n'est pas de rajouter du chaos au chaos et de ne pas vouloir doter la France d'un budget qu'on va améliorer la prise en charge de nos patients dans nos cabinets, dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, ce n'est pas le sujet. Alors après, qu'est-ce qu'il dit ce PLFSS? Il dit que la situation est quand même assez inquiétante, c'est le grand retour, le PLFSS 2025, c'est quand même le grand retour du trou de la sécurité sociale. Globalement, il avait été estimé autour de 11 à 14 milliards, il est bien plus important que ça puisqu'il va être à 18 milliards. Donc la PLFSS, simplement vous redire 5 branches. Vous les avez en tête, vous êtes passionné par la branche maladie, c'est notre sujet. Voilà, à peu près. Donc la branche maladie que vous connaissez. Après, il y a 4 autres branches. Il y a la branche famille. Voilà. Il y a la branche vieillesse, c'est là qu'on retrouve les retraites. Il y a la branche assurance maladie, maladie professionnelle. Et puis il y a la dernière branche, la 5e branche qui a été créée, qui est toute la partie autonomie, dépendance, financement des EHPAD, des personnes âgées, de la dépendance. Donc c'est ça les 5 risques qui sont couverts par le budget de la sécurité sociale. Et donc les 2 branches qui sont particulièrement déficitaires ou dont on voit la progression qui va être déficitaire, c'est la dépense, la branche assurance maladie et c'est la branche vieillesse. Puisque globalement, il y a un petit sujet en France du financement des retraites. Alors là, il y a 2 sujets que, sans être trop lourd, si je suis trop lourd, vous me faites signe, mais vu que vous êtes plutôt des cardiologues hospitaliers, entendez parce que vos directeurs vont vous en parler. On a un problème, c'est que les hôpitaux ne financent plus les retraites de leurs agents de la fonction hospitalière. Donc on a un gros déficit sur la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des assurés des collectivités locales et des hôpitaux. Donc là, il y a un petit sujet sur les caisses des retraites. Et puis, il y a l'abrogation potentielle de la réforme des retraites. Ça, c'est un petit sujet sur la CNRACL, c'est quand même pas un petit sujet, puisque c'est 11 milliards de déficit à l'aune de 2030, et en cumulé, c'est 60 milliards. Donc, c'est quand même des petits sujets. Et le deuxième, c'est l'abrogation potentielle de la réforme des retraites. Donc vous savez que c'est un sujet récurrent. Là, il y a une proposition de loi qu'on est en train d'examiner. Et là aussi, c'est 28 milliards à l'aune de 2030 pour trouver. Donc il faut faire attention quand même. L'air de rien, moi je pense qu'on est tous d'accord d'être rapidement en retraite, tout un tas de choses. Mais attention, tout ça est quand même dans la même caisse commune qui finance tout ça. C'est bien la caisse de la sécurité sociale. Après, dans le sujet de ce texte budgétaire, c'est que moi je plaide pour que globalement on puisse arrêter le projet de loi de finances sécurité sociale, parce que moi je voudrais une loi pour qu'on puisse avoir une pluriannualité et une vision à plus long terme. Pourquoi? Parce que déjà toutes les politiques de prévention, si vous voulez investir dans de la prévention, eh bien, ce n'est pas dans l'immédiateté que vous voyez. Après, en tant que cardiologue, je pense que, et c'est l'objet des propositions de loi qu'on a déposées, qu'on redéposera, des opérations de sensibilisation qualifiées, et monsieur le Président de la Société française a clairement, j'ai fait venir en mai, c'était la journée de l'hypertension artérielle, j'ai fait venir effectivement la Société française et puis un grand nombre d'acteurs, et on a sensibilisé l'ensemble des parlementaires à la prise on leur a pris l'attention, on leur a demandé s'ils fumaient, la prise de dépistage de cholestérol. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, les parlementaires ont très peu finalement de connaissances de tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez déjà tous vos députés. Pas sûr, si, tous. Tous rencontrés, encore moins. Et tous parler des problématiques de facteurs de risque cardiovasculaire, mais faites-le, faites-le. Je pense que vous demandez un rendez-vous, déjà vous voyez si vous êtes reçu ou pas, et après allez leur expliquer par exemple que nous, les 4 bourreaux du cœur, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète, tabac, c'est quand même des sujets. Donc moi je pense que si on veut une politique de prévention efficace, je pense qu'il faut qu'on aille dans cette voie-là. Et je pense que François Braun avait évoqué, j'ai beaucoup travaillé avec François quand il était ministre, c'est-à-dire qu'on avait mis ces âges de prévention. Moi je ne sais pas si c'est les bons âges qui ont été mis, mais moi je crois qu'un pays développé comme le nôtre doit pouvoir, à un moment ou à un autre, à 40 ans, à 50 ans, toutes nos sociétés savantes, tous nos groupes d'experts le définiront, mais il faut qu'on soit capable, chez un homme que chez une femme, puisque vous savez que la maladie cardiovasculaire est la première cause de mortalité maintenant chez les femmes, avant le cancer. Bon, parce que je vous dis ça parce qu'on sort d'Octobre Rose et que dans toutes les manifestations d'Octobre Rose où je suis allé,
souvent, les gens sont persuadés que c'est le cancer du sein, la première cause de mortalité. C'est pas du tout ça, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, de pouvoir faire, à un moment donné de la vie, alors l'âge qui est défini sera le mien, mais effectivement, de pouvoir faire un dosage de cholestérol, une prise de tension, une recherche de diabète, pourquoi pas une épreuve d'effort, pour qu'on puisse éviter. Et ça, je pense que médico-économiquement, on serait, moi je l'ai fait estimer, je fais beaucoup d'études médico-économiques, je le faisais beaucoup dans ma vie de cardiologue avant, je le continue maintenant dans ma fonction de député, parce que globalement, quand on voit ce que ça coûte, il faut calculer tout. C'est-à-dire que si vous faites tous ces examens, il faut naturellement calculer le coût des examens, donc combien ça coûte de faire une épreuve d'effort, une écho, un dosage de cholestérol, de diabète à tout le monde. Ça, c'est le premier coût. C'est le coût que, globalement, quand on est, entre guillemets, co-cardiologue, c'est ce qu'on voit comme coût. Voilà. Après, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'accidents évités, le nombre de décès. Mais tout ça, derrière, c'est que si vous évitez un certain nombre de maladies, d'infarctus, par exemple, eh bien, vous diminuez beaucoup d'indemnités journalières, puisque, en fait, les gens sont souvent en arrêt maladie. Souvent, quand c'est l'infarctus du sujet jeune, souvent le conjoint également est en arrêt maladie. Ça ne se passe pas aussi bien que ça. Et puis, vous avez, donc, c'est le deuxième coup de rabot qu'il faut pouvoir mettre sur ce que ça coûte réellement. Donc, il y a de l'indemnité journalière et vous savez que c'est un sujet. Et puis après, il y a le pourcentage de PIB qui n'est pas produit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est salarié, qui est ouvrier, qui est agriculteur, qui est maçon, peu importe, il a des facteurs de risque, on ne l'a pas dépisté, il fait l'infarctus, eh bien, il a un mois d'arrêt, plus pourquoi pas un peu de rééducation s'il a le DVG derrière, plus pendant tout ce temps-là, il n'a pas produit. Si on fait la somme de ce que le calcul, ça paye très largement nos politiques de prévention. Et ça, il nous faut vraiment sortir de ce cadre budgétaire du PLFSS pour pouvoir le poser. Voilà comment la proposition de loi que je dépose et que je vais redéposer, et je m'appuierai naturellement sur Qualifié au Sénat, on puisse effectivement le faire. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'on sait très bien qu'on est devant aussi un iceberg qui est en train d'arriver. On travaille beaucoup avec la société européenne, on travaille beaucoup avec le Parlement européen, et on sait que notamment les maladies structurales vont avoir une incidence et une prévalence qui va beaucoup augmenter. La population va vieillir, on a beaucoup plus de rétrécissement aortique, beaucoup plus de choses, et en fait, il faut aussi qu'on puisse développer le aller vers, être capable de le développer. Vous le faites peut-être déjà, de pouvoir aller faire ces dépistages systématiques chez les patients qui pourront naturellement bénéficier de ta vie ou autre pour éviter tout ça. Donc, on a un gros sujet sur les maladies structurales, et puis on a un autre sujet qui est l'hypercholestérolémie familiale, où je pense que là, on pourrait beaucoup mieux dépister. Alors là, il y a une grande lutte avec la Haute Autorité de Santé qui, elle, préfère effectivement une stratégie en cascade. Moi, je ne suis pas favorable à cette stratégie parce qu'en fait, il faut attendre qu'il y ait un événement cardiovasculaire plutôt chez un jeune pour aller effectivement chercher si dans les enfants ou pas. Et on sait quand même que dans l'hypercholestérolémie familiale, les vraies hypercholestérolémies familiales, homozygotes, hétérozygotes, eh bien, si on a intérêt à agir, et je pense que c'est l'enfant autour de l'âge de 2 ans qui semble le bon moment pour pouvoir faire un test au buvard et pouvoir après le dépister. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aussi pouvoir mettre dans nos politiques de prévention pour améliorer les choses. Alors sur ce PLFSS-là, je fais confiance aux sénateurs pour ne pas enlever un certain nombre de choses que nous avons mis, mais qui sont du bon sens. Il y aura un accès beaucoup plus favorable, on sort un peu de la sphère cardiologique, hein. Il y aura un accès direct, sans passer par le médecin traitant, pour tout ce qui est psychologue. Et Michel Barnier, le président de la République, a annoncé effectivement une année santé mentale pour 2025, donc je pense que la prise en charge psychologique reste importante, psychologique, psychiatrique, attention les termes. Moi j'ai quand même demandé un rapport que Corinne Imbert va confirmer et qu'elle va garder au Sénat pour voir un peu que toute cette prise en charge par des psychologues, qu'est-ce que ça donne. Donc moi j'ai demandé l'évaluation, c'est-à-dire que favoriser le soutien psychologique via les psychologues, c'est bien. Par contre, quel est le recours à l'hospitalisation, quel est le recours à l'utilisation de psychotropes derrière, tout ça reste important. On a beaucoup favorisé aussi la vaccination, puisqu'on a des campagnes de papillomavirus, notamment qui se font dans les collèges, c'est pas mal. Moi, je l'avais initié au niveau de ma région. Ça avait été une région pilote, c'est plutôt intéressant. On a rajouté la vaccination
pour le méningocoque, puisque vous savez qu'il y en a beaucoup plus de méningite, notamment chez les jeunes. Donc on pourra proposer de façon systématique, avec la vaccination sur le papilloma, le méningocoque. Et puis on a rajouté aussi toutes les stratégies de dépistage, notamment gynécologiques chez les personnes porteurs d'un handicap, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de patients qui sont dans des institutions, dans des hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas du tout de dépistage. Après, ça c'est pour la partie prévention globale. Après, sur les sujets qui vous intéressent peut-être le plus, on a un vrai problème d'ONDAM hospitalier qui, à mon avis, est très... Comment ? Oui, alors l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, en général, ça, l'ONDAM, vous l'avez à peu près en tête. Vous l'avez en tête. Donc l'ONDAM, il est à combien? Donc là, il est sorti du gouvernement à 3,1, donc qui n'était pas dramatique, sauf que quand on creuse, et ben en fait, c'est là qu'on retrouve dans cet ONDAM, donc dans ce financement pour nos hôpitaux, eh bien, c'est là qu'on trouve 1,1 milliard de cotisations ciblées pour la CNRACL, pour la cotisation retraite. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que les hôpitaux payent les cotisations retraite de leurs agents. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que là, on est en train de faire porter en concurrence du soin les cotisations retraite. Et moi, je pense qu'il faut faire les deux. Naturellement, qu'il faut rattraper ce retard de cotisation retraite, parce que l'hôpital est un employeur comme les autres, donc ça, c'est son rôle d'employeur. Mais nous, les praticiens, on doit quand même pouvoir continuer. Et si vous neutralisez ce 1,1 milliard sur les 3 milliards supplémentaires qui sont apportés aux hôpitaux dans le cadre de l'ONDAM, eh bien, on se retrouve à un ONDAM à 2%. Et l'ONDAM de 2%, si vous prenez une inflation à 1,8%, ça fait quand même pas beaucoup en plus. Et quand vous savez que dans nos structures hospitalières, eh bien, le grade vieillesse technicité augmente, les notes de chauffage, l'inflation, ben, on va se retrouver dans des situations compliquées. Moi, c'est le cas en ce moment. J'exerce toujours. Hein, je suis cardiologue au CHU à Grenoble. J'exerce toujours. On est dans la commission de matériel et en fait, on a plein de demandes de matériel qui sont légitimes. Hein, des vieux échographes, des fins de support de ma base de soins intensifs j'ai pas assez de Holter, j'ai mes scopes qui sont vieillissants, j'ai même une circulation extracorporelle à changer au bloc cardiaque et on est très mis en concurrence parce que en fait, tout ça est un budget relativement global, même si on est en tarification à l'activité, on reste dans un budget global à l'hôpital et en fait, si on n'a pas suffisamment, c'est sur les enveloppes innovation, c'est sur les enveloppes renouvellement de matériel et je trouve que tout ça favorise pas la pratique et la bonne pratique de nos sujets. Donc, c'est quand même des questions de gros sous. C'est très compliqué de faire comprendre ça à l'ensemble des parlementaires. Il y a une suradministration de tout ça. Donc, ça fait du bien qu'il y ait quand même quelques médecins pour parfois dire à tous ces administratifs, toute cette technostructure qui fait tous les budgets qu'en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Donc, c'est très important de faire remonter aussi toutes ces informations-là. Voilà, en gros, ce que c'est qu'un PLFSS. Il y a un dernier point, on n'en parle pas souvent, mais je trouve que c'est bien que les médecins soient bien au courant. Je pense qu'on a aussi une grosse source d'économie potentielle, où nous, on a tellement la tête dans le guidon à soigner nos malades, à courir partout, et voilà, qu'on ne regarde pas. C'est la fraude, notamment. Il y a un gros système de fraude à l'assurance maladie. On l'estime à peu près à 13,5 milliards par an. 13,5 milliards, ça en paye quelques appareils d'échographie, n'est-ce pas? Globalement, on en a à peu près identifié autour de 2 millions et il y en a à peu près que 500 millions, 2 milliards, pardon, et à peu près 500 millions qui sont récupérés. Donc, on a une grosse marge de progression sur toute la fraude à l'assurance maladie. Alors la fraude, elle est multiple et variée. Hein. Ça peut être des patients qui font jusqu'à 10 téléconsultations pour avoir un arrêt maladie. Tout ça est financé par l'arrêt maladie. Ça peut être des soignants aussi. Enfin, ça peut être... Voilà. Mais la fraude, elle est multiple et variée. Mais on a un petit sujet quand même sur notre budget. Alors, fraude, alors moi, je parle vraiment de la fraude. Je ne parle pas de pertinence. Alors la pertinence, c'est encore un autre sujet. Sur la pertinence des soins... Moi, je ne suis pas très favorable sur les articles 15, 16, on ne va pas rentrer dans du détail qualifié, comprendra, parce qu'on donne beaucoup de pouvoir
à la CNAM, et je trouve que notamment pour les libéraux ou ceux qui ont une partie d'activité libérale, il y a quand même, voilà, on est un peu, moi je pense qu'il faut quand même que notre médecine notre médecine de ville, pardon, soit suffisamment autonome, puisse s'organiser entre les prescripteurs, la biologie, la radiologie, qui est ces unités primaires de soins qui fonctionnent, dans des CPTS ou pas. Moi je ne suis pas fanat de CPTS, je trouve que c'est assez cher en coordination. Là aussi je demanderai un rapport, moi, d'évaluation pour savoir si effectivement cet argent public est bien pertinent. Moi je vois des CPTS sur mon territoire, 400 000 € de coordination, je ne suis pas complètement convaincu. Peut-être que je deviens un peu old. Pas le seul. Oui, pas le seul, d'accord. Parce que moi, moi j'ai toujours appelé à mes correspondants libéraux, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me coordonne pour donner le résultat d'une couro. Enfin, je sais pas, je trouve que, est-ce que c'est pertinent de faire ça, non impertinence. Après, on sait qu'un certain nombre d'actes, on a 30% d'actes qui sont parfois répliqués, hein, on recommence les actes quand ils ont été faits, donc il y a un problème aussi de connexion des systèmes de données. Voilà, il y a beaucoup de choses. On peut aussi améliorer nos pratiques et faire des économies, mais il faut nous laisser un peu plus la main sur beaucoup de sujets. C'est aussi, en conclusion, je dirais que l'exercice budgétaire annuel n'est pas le bon cadre pour envisager une politique de santé pour la France qui puisse mettre en place l'innovation, qui puisse mettre en place la prévention. Deuxième sujet, il faut laisser les professionnels de santé mieux s'organiser. Donc ça veut dire toutes ces structures, infrastructures en libéral. Je ne suis pas convaincu. À l'hôpital, on a une technostructure et un poids administratif qui est extrêmement important. Je pense que les ARS faudrait que le ministère demande moins de choses aux ARS, que les ARS demandent moins de choses à nos hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup de paperasserie qui est importante, qui est faite. Je ne suis pas convaincu de la pertinence, par contre, qu'on ait besoin d'une secrétaire médicale en plus dans le service, d'une hôtesse d'accueil, de brancardier, de favoriser l'exercice médical. Très certainement, et je pense qu'on peut faire des économies à condition, de toute façon je ne dis pas que les administratifs ne travaillent pas, je dis que le ministère, le central demande trop de choses aux agences et que les agences demandent trop de choses aux hôpitaux, au CHU, au CH, aux cliniques et autres, et que tout ça pourrait être supprimé parce que je ne suis pas sûr que toute cette matière administrative soit totalement vue, lue, utilisée. Moi, chaque année, on me demande, je suis chef de pôle, on me demande les projets de service de l'ensemble des services que je coiffe. On envoie chaque année, certaines années, je me suis même amusé à juste changer la date. Je pense que personne ne l'a vu. J'ai gagné des heures précieuses et personne ne m'a rien demandé. Et voilà, donc... Voilà, il faut être un peu... voilà. Et puis la troisième chose, ouais, ça reste sur la fraude. Je pense que si on veut protéger notre système social, qui est quand même quelque chose de très spécifique en France, moi je ne suis pas convaincu du transfert là, sur les mutuelles, avec la majoration du ticket modérateur. Je trouve que c'est une solution un peu facile et qu'il faudrait des réformes de plus long terme, parce qu'au final, c'est les mutuelles qui vont en fait le prendre en charge, ok, mais elles vont monter leurs tarifs. Et en fait, c'est les Français qui vont au final payer, puisqu'ils vont se prendre 10% de majoration de leurs tarifs mutuels. Nous-mêmes, on va payer plus cher notre mutuelle. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne... Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'est un peu compliqué de faire le PLFSS en 25 minutes, en passant du quotidien, de la cardiologie aux grandes sphères de Bercy. En tout cas, je vous invite à vous engager. Engagez-vous. J'aimerais qu'il y ait plein de cardiologues qui arrivent à l'Assemblée nationale. Au Sénat, je me sentirais moins seul pour essayer de faire voir un peu ce que c'est notre quotidien, comment on pourrait peut-être être plus efficace, parce que c'est quand même très technostructure, tout ça, c'est très éloigné du terrain. C'est un peu ma conclusion. Mon rapport d'étonnement après 2 ans et demi de député, c'est que, bon, je me doutais quand même que c'était pas... Mais c'est quand même très techno. Hein. Ouh là 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 là. Pauvre France. Hein. Il y a besoin de dégraisser un peu tout ça. Alors venez, je recrute. Très bien. Alors, si vous avez des questions, je suis preneur. Hein. Yannick, on vote le PFLS mardi après-midi. Le vote sur le... Donc tu te prépares pour mercredi. Voilà. Voilà. Des questions à la limite, on en a plein, mais je pense que... Oui, moi, je vais être obligé de vous quitter, je suis désolé. Au moins une peut-être, non? Allez, une question. Allez.
Pardon. Vous disiez... Non, mais une partie. Par exemple, quand vous avez 150 000 événements cardiovasculaires par an, vous pouvez peut-être vous dire que si vous avez une campagne de prévention efficace, moi je crois beaucoup notamment aux campagnes de prévention dans les écoles. On avait une médecine scolaire qui était performante, qui n'existe quasiment plus. On pourrait remettre cette médecine scolaire performante pour la vaccination et ensuite apprendre dans nos écoles, apprendre à mieux manger, à le sucre, tous ces sujets-là, c'est très peu enseigné. Moi, je me bats avec ma dernière fille qui, dès qu'elle a soif, veut boire de l'ice tea ou du coca, donc on n'en achète plus. Mais c'est terrible, vous leur donnez 5 € d'argent de poche s'ils vont s'acheter du coca. On a mis des taxes soda, mais c'est un vrai problème d'addiction, et c'est l'addiction au sud de l'industrie agroalimentaire qui rend addict, et on sait très bien que dans des grandes firmes, moi je suis allé à Atlanta par exemple pour me rendre compte un petit peu de tout ça, dans les firmes de Coca-Cola, on voit très bien qu'en fonction des pays d'origine, ils ont un degré au sucre qui est complètement différent. Donc la proposition qu'on a faite, c'est moi qui l'ai faite, donc je suis assez tranquille, c'est qu'en fait, moi j'ai pris le modèle anglais, c'est-à-dire sur les taxes en sucre. J'ai bien compris la difficulté d'éducation qu'on doit avoir vis-à-vis des plus jeunes, mais pas que. Il n'y a pas que les enfants qui boivent du coca. C'est de contraindre l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis 3 strates, et s'ils ne diminuent pas leur consommation de sucre dans leurs aliments, c'est l'industrie qui est taxée, pour essayer de préserver aussi le pouvoir d'achat quand même des concitoyens qui est relativement en berne. Mais voilà, donc c'est le modèle anglais qui a plutôt marché, et donc on le met en place normalement dans ce PLFSS-là pour justement réduire la production et donner globalement à terme un coca, tout un tas de trucs moins sucrés aux jeunes notamment. La part de l'assurance maladie, ouais, vous l'aviez dit, c'est un peu moins ça doit être 250 milliards à peu près. 250 milliards. Ouais. Voilà, à peu près. Voilà. À peu près, tout petit peu plus pour la branche vieillesse. Voilà. Le retraite va être un véritable sujet. Enfin, moi, c'est 12%, enfin 12% voilà. du PIB, 12% voilà. du PIB et 14% pour la retraite. Bon. C'est difficile de prolonger, mais... Non, je vous en prie. Je vous en prie. Juste un petit mot. On va laisser un petit mot. Si je donc, enfin, en tout cas, c'est assez réjouissant de voir l'implication d'un certain nombre de nos collègues en tant que politique dans ces thématiques. Il faut absolument qu'on fasse tout ce qu'on peut pour vous aider et relayer mais vous le faites, initiatives, président. mais il faut. Il y a un autre point, juste pour rebondir sur ce que tu disais au départ, Simon. Tu disais que Yannick ont été du même bord politique, donc il n'y aurait pas de contradiction, de tension. Je me rappelle de cette réunion il y a quelques semaines organisée par les jeunes médecins, où finalement vous étiez 4 parlementaires de bords différents, oui. Et j'étais extraordinairement surpris par oui. la convergence des oui. opinions. Alors, et ça, je dirais, ça fait assez plaisir, oui. par la perception qu'on peut avoir du système parlementaire actuel dans les médias, qui est quand même pas de la plus flatteuse. Et ça, je pense, vraiment, je voulais vous dire que... là aussi, on marchera à fond. C'est la façon. Donc moi, je suis rapporteur général depuis très peu de temps, puisque donc moi j'ai été élu la première fois député en juin 2022. Bon, je suis entré classiquement en médecin, on va en commission des affaires sociales. Voilà, rapidement, au bout de 3-4 mois, j'ai eu la chance d'être vice-président de la commission des affaires sociales, ce qui a été assez étonnant. Je ne m'y attendais pas moi-même. Et après, il y a eu la dissolution. Bon, j'ai été réélu. Et à la dissolution, une fois la dissolution passée, j'ai été élu en juillet rapporteur général, qui était là aussi assez inattendu. Et moi, ce que j'avais pris comme engagement dans mon rôle de rapporteur général, alors qu'est-ce que c'est un rapporteur général? Moi, mon rôle, c'est de faire l'interface entre le Parlement et le gouvernement. Donc, quand le gouvernement veut faire une mesure, le ministre m'appelle, vous en pensez quoi, machin. Je dis, je sais pas, je vais voir ce que dit le Parlement dit ça, tac, tac. Et j'essaye de voir, alors il y a des trucs, on n'y arrive pas, ça tombe à côté, mais d'essayer de faire en sorte que l'action soit un peu le plus... et je suis obligé de prendre effectivement en considération
les sensibilités politiques des uns et des autres. Mais si vous regardez, je ne sais pas si vous suivez les débats, mais vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux, notamment je mets beaucoup plus sur LinkedIn parce que je vois que la communauté professionnelle est plutôt là-dessus. Vous pouvez aller voir beaucoup de nos échanges sur LinkedIn et en fait vous arrivez, moi j'ai essayé de, quand je vois que ça devient trop politique, je clôture puisque c'est moi en fait qui réponds à toutes les questions et à tous les amendements. Et globalement, si vous arrivez un peu à apaiser les débats, vous arrivez à travailler de l'extrême droite à l'extrême gauche sur ces sujets, enfin organiser un bilan de prévention cardiovasculaire, qu'on soit de droite, de gauche, du milieu ou du centre, c'est quand même l'intérêt du patient, du professionnel. Donc quand certains veulent faire trop politique, je dis non mais je comprends bien, mais on va peut-être se calmer un petit peu. Donc on arrive et on a réussi à pas mal travailler. Après en hémicycle, on est arrivé beaucoup moins loin parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais s'il y a des sujets qu'on peut arriver à porter dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des patients, je pense que la santé fait partie d'un sujet qu'on peut arriver quand même à dépolitiser avec l'aspect politicien du truc. Si vous proposez une bonne mesure, par exemple ma proposition de loi que j'ai fait voter en décembre, bon ma qualifiée est partie, en décembre 2023, moi, mes premiers sujets au Parlement, ça a été surtout la formation, parce que j'avais été beaucoup alerté par beaucoup d'étudiants qui, normalement, avaient raté médecine, tout un tas de sujets. Et surtout, je m'étais un peu posé sur, en fait, le nombre de médecins que nous formons chaque année. Globalement, c'est pas très faux ce que je vais vous dire, c'est qu'on forme le même nombre de médecins qu'en 1970. 1970, hein. On est à peu près à ce niveau-là, alors qu'on est 15 millions de Français en plus, qu'on a beaucoup plus de patients âgés, de patients polypathologiques, et surtout, il y a un peu des jeunes là-bas, mais il y a des moins jeunes par ici, le rapport au travail a changé. Quand un médecin généraliste s'en va, il faut 2,3 médecins pour le remplacer. Quand moi je vois mes internes, que je leur propose des postes de chef, une fois sur deux, ils me disent non, gentiment en me disant quand on vous voit bosser comme vous bossez, on n'a pas du tout envie, merci, bonne journée, quoi. Donc il y a un rapport au travail que, quels que soient les pouvoirs politiques, on n'a pas du tout anticipé. Donc il y a le numerus clausus, dégradé en numerus apertus, peu importe. Mais je crois que ce qu'il faut qu'on regarde, c'est vraiment le temps effectif passé. Et il faut qu'on arrête de raisonner comme avant, le temps médical. Ce que nous avons fait avec l'absence de repos compensateur, nos gardes, ça n'existe plus. On est des aliens, hein. On est une espèce qui n'existe plus. Et je pense que ça, il faut qu'on le prenne bien en considération. Donc c'est pour ça que j'ai fait voter en décembre 2023 une loi qui abroge le numerus clausus apertus et qui se base en fonction des besoins des territoires. Je pense qu'il faut beaucoup territorialiser, mettre les moyens à nos facultés, naturellement. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir rapatrier nos filières d'étudiants qui sont partis en Roumanie et tout ça, puisqu'après, vous savez que certains pays comme la Suisse, l'Allemagne, le Maroc viennent les démarcher pour les faire revenir dans leur pays et leur rembourser leurs études, leurs contrats, tout ce qu'ils ont obtenu. Et puis le troisième point, c'était de favoriser les filières. Je pense qu'on n'est pas assez flexible. Je pense qu'il y a des discours qui ne sont plus entendables. On voit bien qu'un urgentiste, même un cardiologue et tout ça, vous ne pouvez pas lui dire tu vas faire 40 ans la même vie professionnelle. C'est encore plus vrai avec une aide-soignante qui ne va pas rentrer à 20 ans dans un EHPAD et on va lui dire tu vas travailler 43 ans. C'est quelque chose que l'on pouvait entendre avant vis-à-vis de nos nouvelles générations. C'est difficilement entendable. Donc cette loi, elle a été votée, alors que je suis plutôt un député de l'opposition. La loi a été votée en décembre 2023. Elle est partie au Sénat et j'attends justement un rapport de la Cour des comptes qu'on a demandé, que j'ai demandé. Ce rapport de la Cour des comptes, il va arriver en décembre, qui va nous faire l'état des lieux justement de toutes les réformes, notamment des réformes médicales sur la formation. Et normalement, ma loi doit être inscrite au Sénat premier trimestre pour qu'on supprime définitivement numerus clausus, apertus, qu'on recrée les filières pour récupérer nos étudiants répartis à l'étranger et puis qu'on prenne connaissance du rapport pour voir tout ce qu'on peut améliorer. Mais il faut que drastiquement, on augmente le nombre de médecins parce que pour l'instant, on ne compense pas les départs en retraite. Et quand vous savez que 87% du territoire national est un désert médical, on n'a pas du tout encore branché la prise de la machine qui va permettre de corriger le truc. Donc la situation est très alarmante. Moi, j'ai un contact très privilégié avec Michel Barnier parce qu'il est de ma région. Hein. Moi, je suis de l'Isère, il est de Savoie, on est voisins, on se connaît bien. Il a bien compris les enjeux et voilà. Donc il faut qu'on puisse rapidement former davantage, mieux. On a un vrai sujet démographique. Hein.
Qu'après, les collectivités s'emparent en faisant tous des bourses pour aménager tout ça, c'est très bien. Mais il faut, et c'est ce qui me permet de ne pas être favorable. Alors, il y a beaucoup de propositions de loi, la transpartisane, sur la coercition. Moi, je ne suis pas favorable à la coercition parce que j'ai peur qu'on dégoûte de trop les jeunes. Et on a toujours un petit risque aussi que les gens se déconventionnent totalement, notamment le secteur libéral, ce qui fait qu'on mettrait une médecine à deux vitesses. C'est-à-dire que ceux qui pourront payer iront, ceux qui ne pourront pas, il y aura une discussion. Donc il y a un gros risque de déconventionnement, il y a un risque de déceler la plaque, des gens qui déplaquent. Moi, je suis assez surpris, je l'ai vu dans mon département, des jeunes médecins, ils ont changé de métier. Enfin, moi, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on voit curieusement. Voilà. Comment on peut faire 10 ans d'études et à 35 ans dire je ras-le-bol et échanger, faire tout autre chose. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est quelque chose qui existe. Il ne faut pas le majorer, mais ne pas dire que ça n'existe pas, c'est un petit sujet. Donc je suis contre la coercition pour répondre à votre question, malgré les déserts médicaux, parce que je crois qu'on a besoin de faire au contraire un signal d'appel à nos jeunes qui choisissent encore beaucoup nos filières santé sur Parcoursup et qu'on ne leur donne pas non plus une image que ça va être l'horreur, qu'ils vont être harcelés, qu'ils vont être... Enfin, c'est quand même des études où on s'est quand même fait plaisir de faire nos études. Les autres spécialités médicales, enfin les autres domaines de la pharmacie, les infirmiers, les kinés, il y a une régulation. Et on ne peut pas dire pour autant qu'il y a moins de vocation. Je peux évoluer, moi je ne suis jamais fermé, mais spontanément je n'étais pas sur la régulation. Moi j'étais contre. Mais la coercition, je trouve qu'on forme déjà plus de médecins, puis après on verra s'il faut faire une coercition. Mais je trouve que... Oui, à mon avis, moi je ferais, faut faire une coercition, puis dans 10 ans il faut la lever. Voilà, mais bon. Bon, on va voir, on va échanger. C'est une discussion à prolonger dans d'autres... Oui, bien sûr, dans d'autres instances. Bon, j'ai été trop bavard. Voilà, j'étais très content de venir en tout cas. Merci beaucoup, c'est dommage.